Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Be My Guest. Acteur majeur de l'événement automobile en France et dans le monde depuis plus de 30 ans, Patrick Peter, président et fondateur de Peter Auto, est une véritable légende dans le monde de la compétition automobile de voitures historiques. Ces événements sont devenus incontournables et rythment la saison automobile. Spa classique, Grand Prix de l'Âge d'Or, 10 000 tours du Castellet, Tour Auto Optique 2000, Monza historique, historique classique, Le Mans classique, Chantilly art et élégance, Richard Mille, Rallye des légendes Richard Mille. Au total, Peter Auto organise pas moins de 9 événements par an. Bonjour Patrick Peter. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Dites-moi, vous ne vous reposez jamais? En ce moment, on se repose beaucoup. Enfin, non, on se repose pas, mais malheureusement, c'est pas le rythme habituel. C'est pas le rythme habituel, mais non, écoutez, on organise pas mal d'événements. Je crois qu'en fait, on en organise un peu plus que 12 dans l'année, mais on organise pas mal d'événements. Ça se déroule généralement du mois de fin mars, début avril jusqu'au mois d'octobre. Et pendant l'hiver, on travaille. Pendant l'hiver, on travaille parce que tout le monde a l'impression que sous prétexte qu'il n'y a pas de course et qu'il n'y a pas d'événement, on n'a rien à faire. Mais en fait, c'est la période la plus active parce que c'est là qu'on organise qu'on fait les règlements, qu'on organise les contrats avec les circuits, les sponsors, etc. Voilà. Alors votre agenda a été un petit peu perturbé cette année avec la Oui. crise sanitaire. Ça a dû être un véritable casse-tête de tout réorganiser. C'est un peu compliqué, mais on est tous dans le même cas. Mais il est évident que dans les métiers de l'événementiel, c'est une horreur absolue. C'est une horreur absolue parce que pour ce qui nous concerne, on a pu déplacer très tôt deux événements, à savoir les 10 000 tours qui devaient se dérouler début avril et qu'on va faire fin juillet, et puis le Tour Auto qu'on devait faire fin avril et qu'on va faire fin août. Et puis après ça, on a carrément annulé les événements parce qu'on ne trouvait pas de place pour les replacer. Donc on a annulé Dijon, on a annulé Spa, et puis on a annulé Le Mans Classique, on l'a reporté carrément Malheureusement, oui. Ouais. d'un an. Donc c'est un peu compliqué, c'est même très compliqué, je vous le confirme. Alors dites-moi, je disais que vous avez plus de 30 ans, que vous étiez un acteur incontournable du sport automobile. Tout a commencé en 1978 quand vous avez ouvert une agence de communication avec votre épouse Sylviane. Au départ, c'était pas du tout de l'automobile. Ça n'avait rien à voir avec l'automobile. Ça n'avait rien à voir avec l'automobile, mais moi j'aime bien. Je suis pas quelqu'un qui monomaniaque. J'aime bien différents centres d'intérêt. J'ai différents centres d'intérêt. Et pour en revenir à 78, on s'occupait de bijouterie, de joaillerie et de mode. Donc, vous voyez, on était assez éloigné de l'automobile, et on est venu à l'automobile simplement en 83, je crois, quelque chose comme ça. Avec la coupe de l'âge d'or. Avec la coupe de l'âge d'or. Et en fait, on a été consulté parce qu'on avait une agence de relations publiques, on a été consulté pour voir s'il était possible de trouver des sponsors, parce que c'est toujours le problème de tous les organisateurs, trouver des sponsors et donc trouver des budgets. Et en fait, on a trouvé ça relativement difficile parce qu'il y avait assez peu d'organisations, pratiquement aucune retombée média, etc. Donc, on s'est dit, on est incapable de trouver des sponsors dans ces conditions-là. Mais en revanche, l'événement nous intéresse. Donc, si vous voulez qu'on vous aide à trouver des sponsors, on se donne un programme sur 2, 3, 4 ans, et on va faire en sorte que ce soit possible. Et effectivement, en je crois, 85, l'an 20 est venu. On a transformé ça en Grand Prix de l'Âge d'Or l'an 20. Et à la fin des années 80, c'était un des plus beaux événements en Europe. Alors ça paraît un peu étonnant aujourd'hui parce que aujourd'hui tout le monde a dans la bouche Goodwood, Le Mans Classique, etc. Mais c'est des événements qui n'existaient pas à l'époque. Et le plus gros événement, c'était l'Oldtimer Grand Prix au Nürburgring. Et le deuxième, c'était probablement le Grand Prix de l'Âge d'Or l'an 20 à Montlhéry. Voilà. Alors Voilà comment on a commencé.
Alors, vous disiez que bon, vous étiez plutôt dans l'horlogerie et la mode. En fait, non, c'est pas si éloigné que ça. La preuve, c'est que c'est devenu le Grand Prix de l'âge d'or l'an 20 et que votre collaboration avec ce milieu a continué puisqu'aujourd'hui, vous avez 2 événements que vous signez avec Richard Mille, les montres de luxe. Oui. Donc, Ça veut dire vous que je n'avez travaillais jamais avec vraiment quitté. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et je travaillais avec Richard Mille déjà pour le Grand Prix de l'Âge d'Or l'an 20, sachant que Richard Mille, la marque Richard Mille n'existait pas, mais Richard était déjà dans le milieu de l'horlogerie. Et je l'ai rencontré à cette occasion. Et déjà à l'époque, il nous donnait des coups de main. Et puis, bien entendu, ça s'est amplifié à partir des années 2000 quand il a créé sa marque. Alors, j'ai mentionné que vous organisiez 9 événements, vous me dites qu'il y en a 12. Il y en a effectivement énormément, mais on va mettre l'accent sur 3 événements en particulier. Donc, le Tour Auto Optique 2000, qui est l'un de vos premiers très gros événements qui a été créé en 1992. Alors, le Tour Auto qui devait avoir lieu en avril, qui est reporté, parce que je viens de voir des questions, qui est reporté au 31 août. Donc, il aura bien lieu cette année. Donc jusqu'au 5 septembre. Cette année, le parcours, c'est Paris-Marseille. Alors, vous changez tous les ans. Les dernières, c'était Paris-Deauville. C'est Paris-Marseille. On démarre, comme d'habitude, du Grand Palais, probablement pour la dernière année, puisque après ça, on démarrera d'un lieu éphémère qui va être installé sur le Champ de Mars. Mais pour cette année, on va démarrer du Grand Palais. Et on va partir sur Clermont-Ferrand avec le circuit de Magny-Cours. Ça sera le mardi. Ensuite, on va aller à Limoges en passant par le circuit de Charade. On va aller ensuite à Toulouse. On va rejoindre Nîmes en passant par le circuit de Lédenon. Et le dernier jour, on ira à Marseille en passant par le circuit du Castellet. En fait, on a modifié très, très légèrement le parcours qui était initialement prévu au mois d'avril, mais il fallait s'adapter en fonction des disponibilités, des circuits, des spéciales, etc. Mais bon, la base reste la même. Alors, dites-moi, le Tour Auto, en fait, s'est inspiré d'un vieux Tour de France automobile qui avait été créé par l'Automobile Club de France en 1899. Oui. À l'époque, c'était 2300 kilomètres parcourus en France et c'était pour promouvoir l'automobile. Alors, j'ai quelques images absolument étonnantes qui datent de l'époque. Et il y avait, je crois, 49 engagés. Il n'y en a que 21 qui sont arrivés. J'espère qu'il y en a plus au Tour Auto au petit 2000 quand même. C'était effectivement fait pour démontrer la fiabilité de l'automobile à l'époque. Mais bon, ça a vécu de 1899 jusqu'à 1983, je crois, en version contemporaine, mais avec des hauts, des bas, etc. Et quand on a relancé l'épreuve, on ne pouvait décemment pas mélanger des voitures de 1899 avec des voitures de 1930 et des voitures de 1970. Donc il a fallu qu'on choisisse une période. Et la période la plus successful pour le Tour Auto, ça a été la période des années 50, 60, 70. Et donc, on a choisi cette période pour cette période et ce format, c'est-à-dire des épreuves, un parcours de liaison, comme pour tous les rallyes, des épreuves spéciales sur route fermée et des épreuves spéciales sur circuit. Et c'est le format que l'on a maintenant avec grosso modo 2000 km, une dizaine d'épreuves spéciales et 4 circuits, le tout en 5 jours. Et dites-moi, à l'époque du Tour de France automobile de l'ACF, il y avait des motos également? Pas de moto au Tour Auto. Non, pas de moto. Non, mais il y avait un tas de choses. Mais les réglementations ont changé. Et aujourd'hui, même déjà dans les années 80, au moment du Grand Prix de l'Âge d'Or dont on parlait tout à l'heure, on organisait dans le même meeting des courses automobiles et puis il y avait aussi des courses de moto. Mais pour des raisons de sécurité, la réglementation a changé et il est devenu très très difficile maintenant de faire cohabiter la moto et la voiture. Alors c'est faisable, mais avec des adaptations, il faut mettre des protections spéciales sur le circuit, etc. Ça prend des heures et des heures, donc il vaut mieux faire un meeting moto d'un côté et un meeting voiture de l'autre. Mais j'adore les motos et j'aimerais bien faire quelque chose en moto.
Alors, est-ce qu'il y a des marques qui sont plus représentées que d'autres au Tour Auto? Ou est-ce que vous essayez d'équilibrer? Il y a il y a des voitures qui s'étalent sur 25 ans avec un peu toutes les marques. Euh, c'est comme partout, il y a toujours. D'abord, il y a des modes. Il y a des modes, il y a des années, on ne sait pas pourquoi. Il y a des années avec un modèle qui paraît, et puis pendant un an ou deux, on en voit plein, et puis ensuite, ça change. Mais bon, il y a toujours des marques qui sont très représentées. Il est évident que Porsche est toujours très représenté parce qu'ils ont une, ils ont roulé depuis les années 50 jusqu'à la fin des années 70. Ils ont participé à toutes les éditions. Euh, on essaye d'équilibrer parce qu'on souhaite que le Tour Auto soit une belle vitrine de ce qu'il était à l'époque. Et donc, on essaye de différencier, d'avoir un éventail de marques très large, un éventail de modèles très large et un éventail d'âge très large, sachant que depuis plusieurs années, on essaye plutôt de vieillir le plateau. Mais bon, là, je vois des Ferrari, on a des Ferrari, on a des BMW, évidemment, on a des MG, on a un peu de tout. Je crois que on essaye d'avoir un panel le plus large possible. Et cette année, je crois que c'est Porsche qui est mise à l'honneur. Alors, cette année, en fait, depuis quelques années, tous les ans, on développe un thème. Et cette année, c'est un thème sur les prototypes Porsche. Alors, les prototypes Porsche qui ont participé au Tour Auto, il y en a beaucoup, mais on a des Porsche 550, on a plus récemment des 904, 906, je crois qu'on doit avoir une 910. On essaye d'avoir des voitures qui restent dans la liste des modèles éligibles, c'est-à-dire les modèles qui ont participé à l'époque. Et quels sont les modèles les plus rares que vous ayez eus sur le Tour Auto depuis 1992? Les modèles les plus rares. Les modèles les plus rares, bon, je pense on a eu plusieurs fois une Matra, on a eu plusieurs fois une Ferrari 512, on a eu une Alfa 33. Ça, c'est des modèles vraiment très très rares. Après ça, il y a des modèles qui se sont raréfiés. Ça va surprendre aujourd'hui, mais à la fin des années 90, en 96, 97, on a eu jusqu'à 6 Ferrari GTO sur la même édition. Ça, c'est quelque chose de totalement inenvisageable aujourd'hui parce que la valeur de la voiture est telle que les propriétaires ont un peu de mal à la mettre en risque sur ce genre d'épreuve aujourd'hui. Donc là encore, les choses vont évoluer. Il est évident que la valorisation des voitures a fait qu'il y a des modèles qui sont un peu difficiles à avoir aujourd'hui, aussi bien sur le Tour Auto qu'en course. Alors, quand on pense Tour Auto, évidemment, on pense souvent aux voitures d'exception, mais c'est aussi ouvert à des voitures plus communes. J'ai reçu François Alain il n'y a pas longtemps, qui tous les ans vient avec une voiture populaire, et cette année, il vient avec une GS. Oui, mais c'est très bien parce que c'était le Tour Auto de l'époque. Et donc, on a des Ferrari et on peut rouler avec une 2 chevaux, avec une 203 Peugeot et avec une GS cette année. Voilà, donc c'est très très bien. Et effectivement, je pense que ça participe au succès de l'événement parce que quand on traverse dans un village, il y a des passionnés qui vont vous dire c'est tel modèle de Porsche ou de Ferrari. Et puis, il y a d'autres gens à côté qui disent simplement bah oui, c'était la 203 de mon grand-père. Et c'est ce qui fait que ça connaît beaucoup de succès dans toutes les traversées de villages et dans toutes les régions de France. Alors, je sais que le Tour Auto est très couru. Comment vous sélectionnez les participants? Sur les critères que je vous indiquais tout à l'heure, à savoir qu'on a absolument besoin de diversifier les marques, les modèles et les classes d'âge. Donc, la première chose, c'est ça. Et puis après ça, on essaye de prendre
des gens sympathiques, parce que comme on vit ensemble pendant une semaine, bah, il est important que l'ambiance reste agréable. Voilà. C'est sûr. Alors, c'est un Et choix un peu subjectif, je vous l'accorde, mais ça marche pas mal. vous avez pas mal de personnalités tous les ans qui participent au Tour Auto. Vous avez des acteurs, vous avez des chanteurs. Vous pouvez m'en citer quelques-uns? Oui, on a d'abord des pilotes. On a d'abord Oui, c'est vrai. des pilotes qui ont un certain âge, mais qui ne viennent là que pour se faire plaisir. Donc, on a eu Jean Ragnotti, Jacques Lafitte, Gérard Larousse, enfin, je vais arrêter Stirling Moss, qui a participé de Oui. nombreuses années, etc. Donc, on a eu beaucoup de pilotes qui ont participé. On a effectivement des gens comme Mr Bean. On en entend un peu moins parler aujourd'hui en France, mais il y a 15 ans, c'était une Une vedette vraie vedette ici aussi, oui, incontournable. Et tout dans à tous les fait. villages, Ouais. on voyait des pancartes Bienvenue Mr Bean, etc., etc. On a eu Nick Mason, le batteur des Pink Floyd. On a eu, je ne veux pas les citer parce que je suis incapable de tous les citer, mais on a eu beaucoup de monde. Oui, on est ravis. Alors, on va parler à présent du Mans Classique. Alors, le Mans Classique qui devait avoir lieu au mois de juillet cette année et qui malheureusement est Ouais, reporté à l'année prochaine à cause des conditions sanitaires. Alors, le Mans Classique, il s'est aussi exporté. C'est une vraie success story. Il s'est exporté aussi au Japon là depuis 2005. Donc, vous avez le pendant du Mans Classique français au Japon. Et vous avez donc toujours 500 voitures de course et 8500 de collection qui sont présentées. C'est un événement énorme. Il y a des ouais, voitures, bon, pour y être allé, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a des voitures absolument partout, en dehors des paddocks aussi. ouais, c'est un très gros événement. C'est le plus gros événement que nous organisons. Il y a 200 000 spectateurs, effectivement 8 000 voitures de club. Et puis maintenant, on doit être à 800 voitures de course entre les voitures qui participent à l'épreuve sur 24 heures et puis les courses de support qui sont à côté. Donc ça doit faire 1000, 1200, 1500 pilotes, quelque chose comme ça. C'est un très bel événement, Oui, on en est très fiers. Oui, dites-moi. alors, excusez-moi, oui, comme on le voyait sur la photo, il faut quand même préciser pour ceux qui ne connaissent pas que le Mans a cette particularité, c'est d'utiliser des départementales pour faire la course. Au Mans, il y a deux circuits. Il y a le circuit Bugatti, mais le circuit des 24 heures, c'est le grand circuit. Donc, il utilise une partie du Bugatti et puis il utilise une route départementale, effectivement, avec la ligne droite des Hunaudières, avec Mulsanne, Arnage, etc. Et ça, ce sont des routes qui sont utilisées 350 jours par an pour la circulation. Et donc, la difficulté, c'est effectivement de les fermer. Alors, ça a été une difficulté pour la première édition en 2002 parce que moi, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire, mais ce n'était pas forcément évident pour les autorités locales. Et donc, on nous a un peu poussé à le faire dans le Bugatti, mais moi, j'ai refusé de le faire sur le Bugatti parce que pour moi, Le Mans, c'est le grand circuit avec les Hunaudières, avec le roulage de nuit, etc. Quand on fait de la voile et quand on fait un tour du monde, on passe par le Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance, etc. Et si on n'a pas ces repères, c'est pas vraiment le produit. Donc, ça a été un petit peu difficile. Et puis maintenant, clairement, que ce soit la ville du Mans, le département, la région des Pays de Loire, etc., tout le monde est absolument ravi de la dimension et de l'impact de cet événement. Et donc maintenant, il n'y a plus de problème pour ouvrir le grand circuit. Alors, justement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les 24 heures du Mans, ça s'appelle 24 heures parce que vous l'avez mentionné, il y a un roulage de nuit. Oui. Alors, comment ça se passe concrètement? Il y a un roulement dans les voitures, il y a 2 pilotes par voiture ou c'est le même pilote qui conduit tout du long? D'abord, on prend toutes les voitures de 1923 jusqu'à 2000, grosso modo. Enfin, 1981
2, je crois, et puis après ça, c'est des support race jusqu'à 2000. Mais on ne peut pas mélanger des voitures de 1923 avec des voitures de 1980. Les performances ne sont pas du tout pareilles. Et puis d'autre part, on ne peut pas non plus demander à une voiture des années 20 ou même des années 50 de courir pendant 24 heures. On peut le demander, mais on va la massacrer et c'est vraiment pas l'idée. Donc en fait, on divise le plateau, il y a grosso modo 500 voitures en dehors des support race. Ces 500 voitures, on les divise en 6 plateaux par période. Et donc vous avez le plateau 1, ce sont les voitures de 1923 à 1939, c'est-à-dire les voitures d'avant-guerre. Puis ensuite, c'est le plateau 2, les voitures des années 50, etc. Et chacun de ces 6 plateaux va faire 3 manches de 45 minutes. Donc, vous avez le plateau 1, plateau 2, plateau 3, etc. Première manche, et puis ensuite, plateau 1, plateau 2, plateau 3, deuxième manche. Et donc, ça va nous faire 18 manches qui vont se succéder pendant 24 heures. Et effectivement, ça roule de jour et de nuit. Alors, j'ai une petite vidéo à vous montrer sur les 24 heures du Mans, rapidement. Donc, je vous montre ça tout de suite. Frequently does share cars with Rob Huff, but he's entered as the solo entrant in that number 22 Mark 1 GT40. Alors voilà, donc là on avait un exemple de l'année, je crois que c'était il y a 2 ans. Pour être tout à fait honnête, je suis sur un téléphone et je suis pas sûr d'avoir bien repéré. Je crois avoir vu des Ford GT40, mais je suis pas absolument sûr de mon coup. Alors là, on va aller à l'intérieur d'une Lola, pour le coup. Lola T62. Alors, je sais que vous avez couru par le passé. Est-ce que vous avez couru les 24 heures du Mans classique? Non, non, je ne les ai pas couru parce que d'abord, j'ai un passé de pilote extrêmement modeste. Et puis, je me suis fait une règle qui est de ne pas participer à mes épreuves, de ne pas participer aux épreuves que j'organise, parce que ce sont généralement des épreuves d'une certaine importance, en taille, etc. Et quand vous conduisez, même si vous ne vous battez pas pour une place de championnat du monde, il faut quand même un minimum de concentration. Et donc, si dans le premier virage, vous réfléchissez aux problèmes d'organisation de l'événement, normalement, vous finissez dans le bac à sable assez rapidement. Et donc, j'ai arrêté, j'ai constaté ça. Je me rappelle à Silverstone, j'étais en 96, je crois. J'organisais le BPR, qui était un championnat qu'on organisait à l'époque, et en même temps, je courais en voiture ancienne dans les mêmes meetings. Et c'était une catastrophe absolue, donc je me suis dit qu'il fallait arrêter. Mais ça me manque, et j'aimerais bien recommencer un jour. Bon, je recommencerai certainement un jour, mais pas dans les événements que j'organiserai. Alors, il y a évidemment la course, mais il y a aussi des voitures qui sont présentées par les clubs, notamment. Alors, il y a 2 ans, c'était Porsche qui était à l'honneur, encore une fois. Donc, c'était impressionnant, il y avait des centaines de Porsche. C'était les 70 ans de Porsche. Vous savez, pour chaque édition du Mans Classique, on a effectivement des anniversaires, des moments forts dans une marque. Pour être tout à fait honnête, je ne peux pas vous dire encore, parce qu'il y avait des événements pour 2020. On va certainement modifier à la marge ce qui se passera en 2021. Donc, je ne peux pas encore vous donner d'informations là-dessus. Mais à chaque fois, il y a des nouveaux thèmes. Alors, j'ai Didier qui demande ce qui vous a incité à organiser tous ces événements. La passion automobile? Oui, c'est la passion. De la compétition. Oui, enfin, moi, j'aime bien. Évidemment, on a une palette d'événements qui existent et on les développe, etc. Mais ce qui m'amuse avant tout, c'est de créer des choses nouvelles. Et c'est peut-être pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 12 événements, c'est parce que je crois que je dois me projeter un petit peu pour l'année prochaine. donc on est en train d'imaginer de nouveaux événements, toujours autour de l'automobile, mais pas forcément uniquement autour de l'automobile. On a aussi d'autres réflexions, mais moi j'aime bien me lancer des défis, des fois pas très raisonnables d'ailleurs, mais parce que
comme je dois avoir un peu la folie des grandeurs, je me lance sur des choses compliquées. Le Mans Classique en était un exemple, le Chantilly en est un autre, parce que c'est très grand et donc c'est peut-être très trivial, mais il faut parler de budget et donc ça demande des investissements très lourds pour arriver à faire quelque chose de bien. Mais en revanche, quand on y arrive, on fait partie des références du secteur et ça c'est plutôt agréable parce qu'on a tous les grands collectionneurs, tous les grands participants qui viennent. Alors, j'ai Didier qui demande, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans les domaines de l'automobile et de l'art? Dans les domaines de l'automobile et de l'art, écoutez, je pense que ce que l'on fait à Chantilly, en tous les cas, S'en approche. est une partie de la réponse. C'est une partie de la réponse parce que ce qu'on a voulu faire, c'était, moi, les concours d'élégance à l'américaine, à regarder s'il y a un grain de poussière sur une roue, etc. C'est pas vraiment ce qui me passionne. En revanche, c'est vrai que c'est en France que les concours d'élégance sont nés dans les années 20, 30, 50, et puis ils ont décliné après, etc. Et ce qu'on a voulu faire, c'est un peu un événement autour de l'art de vivre à la française. Et donc, il y a les automobiles, mais il y a de la mode. On revient, il y a de la mode, effectivement, et ça, on fait très attention à ça. Et puis, à côté de ça, on a toujours une exposition de peinture à Chantilly. On a la possibilité de visiter le château avec sa bibliothèque, son mobilier, etc., etc. Donc, ce n'est pas uniquement automobile. Et puis, on a aussi une part gastronomie avec une association avec des maisons prestigieuses et avec des grands chefs, etc. Donc, c'est pas, bien entendu, l'automobile est le sujet majeur, mais ce n'est pas du tout le seul intérêt. C'est l'art de vivre en général. L'art de vivre à la française, oui. L'art de vivre à la française, oui, tout à fait. À la française, tel que l'imaginent les étrangers, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi exceptionnel au quotidien, mais en tous les cas. Mais ça fait rêver en tous les cas. C'est pour ça que viennent les étrangers, oui, absolument. Mais en même temps, vous montrez dans cet événement, donc que vous avez créé en 2014, vous montrez ce qui se fait de mieux en France. Alors, je vais vous montrer une courte vidéo de présentation du Chantilly Art et Élégance Richard Mille. Donc là, je crois que ça résume bien en fait l'événement. Donc ce concours d'élégance qui est le pendant quand même, ce qui n'est pas rien parce qu'il n'a que 6 ans d'existence de Pebble Beach et de la Villa d'Este. Donc un très très bel événement. Vous avez à la dernière édition, vous avez signé avec 9 constructeurs. Oui, parce français et internationaux. Oui, parce qu'on a un concours d'élégance habituellement est fait avec des collectionneurs et des voitures anciennes. Et on a voulu garder, bien entendu, ce concours, mais qui n'est pas un concours d'élégance, qui est un concours d'État. Un concours d'État, c'est-à-dire qu'on juge les voitures sur leur esthétique, leur restauration, leur aspect technique, etc., etc. Mais les voitures, est d'une manière statique. Elles font 50 mètres, mais c'est tout. Mais le concours d'élégance tel qu'il existait dans les années 30 et tel qu'il a connu ce succès fantastique, c'était l'association d'un constructeur automobile avec un carrossier, à l'époque où on faisait carrosser sa voiture, et puis avec un couturier, et donc il y avait un mannequin, généralement la propriétaire, qui accompagnait la voiture. Et ça, c'est ce que nous avons refait maintenant avec des concept cars, puisqu'il n'y a plus de carrossier pour habiller les voitures, si ce n'est de manière totalement marginale aujourd'hui, mais on a fait avec un concept car, et donc les constructeurs sont présents et présentent leur voiture, qui est une voiture obligatoirement un one-off pour le futur, qui préfigure un petit peu ce qui va se passer dans la marque à venir, et ce, avec un couturier. Donc, ça, on est
je crois, les seuls à l'organiser encore. Donc, vous présentez à la fois des véhicules anciens, des véhicules récents et des concept cars. Oui, oui, des concept cars, et je pense que c'est important parce que le monde de la voiture ancienne ne passionnait pas forcément les constructeurs il y a 25 ans. Il y en avait un ou deux pour lesquels ça avait un intérêt, mais aujourd'hui, de plus en plus, les constructeurs se tournent vers leur histoire. Et ça se traduit par des centres de restauration des voitures, ça se traduit par des reconstructions de modèles qui ont connu un gros succès. Et ça se traduit aussi par un design inspiré, parce que si vous prenez la Mini, si vous prenez la Fiat 500, ce sont des voitures qui sont allés chercher leur inspiration en termes de design dans les modèles 40 ans avant ou 50 ans avant. Donc aujourd'hui, pour le designer et pour la marque et pour la communication de la marque, l'histoire a une importance bien plus grande qu'elle n'était il y a 30 ou 40 ans. D'ailleurs, on voit bien à Rétromobile, il y a de plus en plus de constructeurs qui font le lien entre leur passé et le présent. Absolument, absolument. Et très souvent, quand un constructeur lance un nouveau modèle, il le met en parallèle avec un modèle qui a connu un gros succès il y a 50, 60 ou 70 ans, en expliquant que ça n'est qu'une descendance légitime, etc., etc. Les racines sont importantes. Absolument. J'ai Stéphane qui souligne qu'il est allé à Chantilly en septembre 2016 et qu'il avait vraiment bien aimé les Ferrari et Bugatti. Justement, alors on parle de passé, on parle de présent, on parle de futur. Patrick, votre vision de l'automobile de demain, pour vous, elle sera électrique, elle sera autonome ou alors on sera tous cyclistes? Alors, je ne pense pas qu'on soit tous cyclistes. C'est pas exactement ma vision des choses, et je crois que ce qu'on vient de passer avec le Covid nous le prouve, parce que clairement aujourd'hui on voit en province les gens trouvent que l'automobile est quelque chose de tout à fait normal et logique, et il n'y a que dans un microcosme parisien que l'automobile a une aussi mauvaise presse, et c'est bien embêtant d'ailleurs. Cela dit, il faut que l'automobile évolue. Je crois qu'elle a beaucoup évolué. Je crois qu'aujourd'hui, les motoristes ont fait un travail fantastique et qu'il y a une baisse des émissions fantastique, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. L'automobile, je pense que l'hybride a beaucoup d'avenir. Le tout électrique, j'en suis un petit peu moins persuadé, si ce n'est à l'intérieur des villes, mais sur des périmètres quand même relativement restreints. Mais je pense surtout que ça va être une diversité. Ça va être de l'hybride, ça va être de l'électrique, ça va être probablement de l'hydrogène, etc. Et je crois que il y a quelques personnalités politiques qui aimeraient bien nous enfermer dans une seule technologie. Mais clairement, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent bien le produit. Et donc, ça sera une réponse beaucoup plus large que ça. Alors, est-ce qu'on peut imaginer dans un futur proche de voir courir au Mans Classique, par exemple, des véhicules rétrofités, des véhicules anciens rétrofités? Je pense pas, j'en sais rien, je veux pas dire un nom de manière absolue, mais aujourd'hui, les gens viennent voir des voitures dont ils ont rêvé, qu'ils ont vues quand ils étaient enfants, etc. Et ils veulent les voir dans leur état. Et aujourd'hui, les voitures rétrofitées, j'ai un peu de mal à me faire une religion là-dessus. J'ai un peu de mal à me faire une religion, je pense que c'est très marginal. Bon, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas un clin d'œil, mais j'imagine pas. En tous les cas, ces voitures n'ont jamais couru. Elles ne sont pas faites pour ça. Sont pas faites pour ça. Donc, je ne pense pas qu'on puisse leur donner une grande place. Mais Joker, vous savez, il y a que les gens qui ne font rien, qui ne changent pas d'idée, et donc ça peut évoluer. Alors, on parle également de livres. Alors, il y a Didier qui a un livre sur le Mans Classique. Il se demande si tous les événements ont droit à un livre ou catalogue papier.
Alors, des programmes, il y en a. Des programmes, il y en a effectivement dans tous les événements. Après ça, des livres a posteriori sur une édition. Bah, pour faire un livre, on en revient toujours à des problèmes de budget. Vous savez, c'est très trivial, mais malheureusement, on est bien obligé d'y passer. Et donc, pour faire un livre, bah, il faut des budgets et pour les amortir, il faut vendre ce livre. Alors, il y a des événements qui ont une dimension suffisamment importante pour que ça le justifie. C'est le cas du Tour Auto, c'est le cas avec le Tour Auto Optique 2000. On traverse toute la France et on a aujourd'hui beaucoup de spectateurs et d'aficionados. Donc, le livre se vend et se vend bien. C'est la même chose avec le Mans Classique. Pour l'instant, on en est là, mais là encore, ça peut évoluer. Mais on ne peut pas faire un livre pour 25 privilégiés. Il faut quelques milliers d'exemplaires et que ces exemplaires trouvent preneur. Alors, pour terminer, Patrick, j'aimerais connaître le garage idéal de Patrick Peter. Alors, le garage idéal de Patrick Peter, c'est très difficile, mais de toute façon, il n'existe pas parce que malheureusement, je n'ai pas les moyens de mes goûts. Donc, non, mais dans l'absolu, votre garage idéal dans l'absolu. Moi non plus, j'ai pas les moyens de mes goûts. Mais... Je pense que le garage idéal, ce serait probablement une Alfa 8C en avant-guerre. Ce serait probablement une Ferrari 250 châssis court pour les années 60 et probablement une McLaren F1 des années 90. Je pense qu'avec ça, on peut participer à pratiquement tous les grands événements du monde. Et ce sont des voitures tout à fait exceptionnelles. Malheureusement, je n'arriverai pas à avoir ce garage. Mais je suis ouvert à toute proposition. Et vous roulez en quoi, si je peux vous poser la question? Je roule normalement en BMW, mais je roule dans pas mal de choses en fait parce que j'ai aussi une toute petite voiture, j'ai une Smart pour rouler dans Paris, et puis j'ai des voitures anciennes qui ne sont pas celles que je vous ai indiquées, mais quand j'ai un peu de temps pour les utiliser, c'est avec grand plaisir que je le fais. Merci beaucoup, Patrick Peter, pour ce moment passionnant à parler automobile. Merci à vous tous d'avoir suivi sur Periscope, Twitter, Facebook et YouTube. Et je vous invite à vous abonner si vous avez aimé. Bon choix de garage, me dit Stéphane. Et effectivement, on approuve tous votre choix de garage. Moi, j'aurais rajouté une Mercedes 300 SL papillon, mais voilà. C'est une très belle voiture. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.